Dans la série En thérapie, le docteur Dayan dit ne pas prendre de notes. En séance, je me concentre sur ce que dit le patient, je l'écoute, et je prends jamais de notes. Vous ne prenez jamais de notes? Mais jamais, non. Ah, c'est curieux, ça. Est-ce que c'est si curieux que ça? Alors pourquoi je ne prends pas de notes, ou quasi pas de notes, et que beaucoup de mes collègues font la même chose? Il y a deux raisons. D'une part, la mémoire nécessaire à notre travail n'est pas séquentielle, ni même organisée, mais plutôt flottante. Et un élément significatif de l'histoire de mon patient va revenir à point nommé au détour d'une séance. Et ça, c'est bien une des choses que l'on apprend au cours de notre longue formation. Écouter de manière très particulière avec un cerveau qui n'a rien d'un disque dur. La seconde raison réside dans une règle très simple, qui est la condition de possibilité de notre travail. Tout ce qui se dit ici reste ici. Et s'il nous arrive de prendre note, ce sera tout au plus sur du papier, avec un crayon, et d'une écriture suffisamment indéchiffrable pour que le propos reste secret. Et est-ce que vous avez déjà vu les notes d'un psy? Non. Je défie quiconque de comprendre ce qu'il y a écrit. Ce sont des bribes de phrases, des mots pris à la volée, des idées, des associations d'idées. C'est pas un rapport de greffier. Mais certains voudraient voir les choses changer. Et les pressions se font multiples pour que les psys tiennent des dossiers informatisés. Et là, on a un vrai problème. Tout simplement parce que toute donnée qui se trouve sur un serveur sera un jour publique. Pour 3 raisons. Tout d'abord, il y a les cyberattaques. Plus de 1000 intrusions l'an dernier en France. Et là, que le service hospitalier paye ou non la rançon, les données sont dans la nature. Second problème. Les hôpitaux vendent nos données à des firmes commerciales en les anonymisant. Mais les chercheurs ont pu montrer que l'anonymisation des données était un leurre. Troisième problème. Nous assistons à une concentration de données dans ce qu'on appelle les nuages, où elles sont soi-disant anonymisées et de plus soumises au bug et indiscrétion. Les exemples ne manquent pas. Ces données sont rassemblées parfois dans des entreprises peu connues du grand public ou chez les ténors du secteur, Azure de Microsoft, Nightingale de Google, Amazon Web Services, Apple, etc. Et que disent les responsables? Prenons par exemple le vice-président du Health Data Hub français. Donner son sang, dit-il, c'est aider son prochain. Il en est de même du partage de ses données de santé. Les partager à son équipe soignante, c'est être mieux soigné. Les partager pour tous, c'est permettre que l'ensemble de nos concitoyens le soit aussi. Alors moi, je n'ai aucune objection à ce que mon groupe sanguin soit public, ni les radios de mon bras cassé. Mais qu'en est-il de ma séropositivité VIH, de l'IVG que j'ai pratiquée à l'insu de mes parents, de la tentative de suicide au moment de mon adolescence, ou de la dépression que j'ai eue quand j'ai perdu mon boulot? Vous imaginez toutes ces données bientôt à l'air libre, elles aussi? C'est inacceptable. Voilà pourquoi j'invite mes collègues à entrer en résistance et à se refuser à toute informatisation de ce qui relève du domaine de la santé mentale. Personne n'a même besoin de savoir que M. Dupont est un jour venu me voir. Voilà pourquoi aussi les patients ne doivent pas consentir à des dossiers informatisés dans des domaines qui relèvent de leur intimité. Et voilà enfin pourquoi la gestion des données personnelles en matière de santé devrait faire l'objet d'un débat nettement plus éclairé qu'il ne l'est actuellement.